Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis en présence de Benoît Miscopin, qui est chef de laboratoire au sein du CEA Leti, du labo Signal, Protocole et Plateforme Radio, qui est venu nous présenter aujourd'hui les compétences et l'expertise de ce laboratoire qui peut être mobilisé par des PME, entreprises, ETI, grands groupes, et qui peuvent être, des collaborations qui peuvent être accompagnées dans le cadre d'un programme d'accompagnement qui s'appelle EasyTech, que vous commencez à connaître si vous avez assisté au précédent webinaire, qui vise à financer en partie les projets réalisés par le laboratoire à destination des PME et ETI. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir présenter quelques exemples au travers de fonctions que peuvent apporter effectivement le laboratoire pour que vous puissiez intégrer des technologies sur les sujets qui se rapportent au signal protocole et plateforme de communication. Moi, je suis Florent Bouvier, je suis en charge de l'animation et du programme EasyTech, et je passe la parole à présent à Benoît pour présenter le labo. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Benoît Miscopin. Et comme l'a dit Florent, donc, je suis responsable d'un laboratoire CEA au Leti, dont l'acronyme LS2PR, donc Signal, Protocole et Plateforme Radio. Cette présentation est en anglais, mais vous en faites pas, je vais parler en français du mieux que je peux. Et donc, ce laboratoire-là, en fait, je vais rapidement survoler un peu le contexte du laboratoire, mais sans nous appesantir. En fait, ce que je trouve intéressant à signaler ici, c'est que par rapport au département du Leti qui sont très techno, enfin, principalement technologie silicium ou photonique, nous, on est un département système, donc on est capable d'intégrer en fait des technologies pour des partenaires dans le but de concevoir des systèmes. Et plus particulièrement, moi, je travaille dans un service qui travaille sur les technologies sans fil. Et donc, nous, notre job au Leti, c'est de bosser donc sur la radio. Et mon laboratoire, donc, qui est composé d'à peu près une quarantaine de personnes, travaille, donc, comme son nom l'indique, sur les protocoles, le traitement de signal et l'implémentation sur des plateformes radio. Donc, ces slides, je pense qu'ils seront à disposition, où vous pourrez revoir le replay derrière. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'une petite partie de ce que c'est faire le laboratoire. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est donc une frise en fait des différents domaines techniques qu'on couvre. Donc, on fait de la radio, on développe des systèmes sans fil, depuis, on va dire, la simulation jusqu'au déploiement, où là, vous voyez des antennes qu'on a déployées en Normandie pour un partenaire qui cherchait de la connectivité privée. On va aussi sur des choses qui sont assez bas en TRL, mais peut-être que pour l'EasyTech, c'est peut-être pas forcément très pertinent de développer ça, mais on sait faire aussi des choses qui sont assez bas en TRL. Des choses qu'on contractualise assez fréquemment avec des partenaires industriels, c'est des systèmes de localisation. Donc, je vais l'aborder un tout petit peu là dans cette présentation aujourd'hui. Donc, c'est la localisation précise, robuste, qui peut utiliser du GPS, qui peut utiliser un système radio qu'on appelle ultra wideband, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et surtout, notre spécificité, c'est de faire de la fusion de modalités de localisation, et pour le rendre robuste. On fait du protocole pour l'IoT, donc ça va être l'axe de cette présentation, donc je ne vais pas m'apesantir. Et comme je disais, on fait de l'implémentation sur des plateformes radio. Alors, donc là, mon point aujourd'hui, c'est de dire, OK, on est un centre de recherche, on fait de la recherche, on a une activité, comme vous avez pu voir, où il y a de la publication, on dépose aussi pas mal de brevets, donc on a une douzaine de brevets par an. Et en fait, le point de cette présentation, c'est de dire, on sait aller de la recherche à l'industrialisation. Alors, pas sur tous les volets de l'activité du labo, mais en particulier sur tout ce qui est IoT,
donc Internet des objets, et le développement de protocoles sans fil dédiés à des applications d'IoT critiques. D'accord? Donc nous, on ne se pose pas sur l'IoT avec du Zigbee, avec des technos sur étagère. En fait, on développe des systèmes sur mesure quand il y a des besoins que les systèmes standards ne peuvent pas couvrir. En fait, voilà, donc ça, c'est une presse qui a été faite à l'occasion des Leti Days. Et en fait, ce qu'on dit ici, c'est que en fait, il y a pas mal de boîtes qui se rendent compte, c'est des boîtes qui finalement se rendent compte que la radio, par ce que ça permet comme facilité de déploiement, comme ça peut apporter aussi de la sécurité, au sens de sécurité des installations, pour un monitoring, on va dire, efficace, pour de l'asset tracking. En fait, une technologie radio, ça peut être une super opportunité pour ces boîtes, pour rester compétitifs et finalement atteindre des nouveaux marchés. En fait, c'est ce qu'on voit, nous, avec des gens avec des partenaires qui viennent nous chercher. C'est effectivement l'apport du sans-fil, même sur des marchés qui sont très très loin de la communication. Dès lors qu'il y a, on échange quelques bits, par exemple sur un câble, sur un fil, à partir du moment où on commence à avoir un grand nombre de devices à connecter, la radio a un vrai sens. Mais bon, ça c'est un peu évident ce que je dis. Et finalement, nous, là où on se pose, là où on a, je pense, une vraie valeur ajoutée, c'est dès lors que les solutions standards ne peuvent plus répondre. Alors pourquoi elles ne peuvent plus répondre? Parce que, par exemple, on peut avoir une problématique de portée, où le Bluetooth, le Zigbee vont être dépassés, ou on peut avoir une problématique de grand nombre de nœuds à connecter, donc de taille de réseau. On peut avoir une problématique de topologie de réseau, c'est-à-dire qu'on peut avoir un réseau qui doit faire des multiples rebonds. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément existantes dans le catalogue des solutions standards. Et donc là, nous, c'est là où on intervient, où on a notre capacité d'intervention, c'est justement sur le développement d'une solution custom, comme je l'ai dit. Alors, comment ça se passe? Donc, quand par exemple, via EasyTech, via une collab bilatérale, comment ça se passe? En fait, les partenaires, en fait, là, ces slides-là, ils sont un petit peu sur un aspect un peu méthodologique, mais alors restons tranquilles, on ne va pas rentrer dans des complexités infernales. Mais d'abord, il y a quelques slides méthodologiques, et après, je donne 3 exemples de choses qu'on a faites dans un passé récent et qui peuvent justement donner un peu une idée de comment on peut aller jusqu'à une solution industrialisée. Parce que finalement, c'est toujours un peu la question de base, c'est de dire, OK, vous êtes un centre de recherche, vous êtes des chercheurs, vous savez faire de la radio, c'est super, mais finalement, moi, jusqu'à mon service, jusqu'à mon produit, pardon, j'ai besoin que vous me rassuriez quelque part sur votre capacité à m'accompagner jusqu'à assez loin. Alors, bon, on verra qu'effectivement, nous, on sait aller assez loin. Il y a une dernière marche qui doit être faite par le partenaire. Et justement, l'objet de ces slides-là, c'est de montrer comment on peut préparer justement notre partenaire à s'approprier les technos qu'on développe et les industrialiser. Donc voilà, donc ces slides méthodologiques, on ne va pas trop s'apesantir, mais globalement, il faut arriver à comprendre le domaine. Est-ce qu'il y a on va dire des exigences réglementaires, des exigences qui sont liées au déploiement, qui sont liées à l'opération tout court? Est-ce qu'il y a des conditions, par exemple, sur le marché, dans des environnements à forte température, en présence de champs magnétiques? Il y a la sécurité des personnes qui est en jeu. Enfin, tout ça, il faut qu'on arrive à comprendre le domaine, les cas d'usage et les KPIs. Donc, les KPIs, c'est la portée, c'est le nombre de nœuds, c'est les débits, c'est voilà, tout ce qui nous permet finalement ensuite, en se reposant sur notre bagage et notre connaissance du domaine, en connaissant aussi les problématiques de régulation du spectre, les produits sur étagère, et bien finalement d'avoir un catalogue de solutions radio sur étagère sur lequel,
quand je dis sur étagère, c'est des chips radio que nous, on va programmer pour les rendre spécifiques, mais on ne va pas développer une radio, on va réutiliser par exemple un LoRa, la radio d'un Bluetooth, la radio d'un Zigbee, mais ensuite, nous, ce qu'on va poser dessus, c'est un protocole spécifique. Mais l'idée, c'est que voilà, on va cataloguer un peu toutes ces radios, les trier et dire, a priori, nous, comme vous voulez utiliser une bande libre, on va se pencher sur 868, 2 Go, 4, etc. Enfin, bref. Et donc, se poser sur une solution radio. Ça peut être l'ultra wideband, par exemple, ça peut être le LoRa qu'on connaît un peu, qui est assez bien connu. Et derrière, on va aller in situ faire une campagne de mesure pour aller mesurer comment se propage le signal, comment il faut configurer la radio, qu'on connaît bien, pour effectivement être sûr que ce choix de radio est pertinent et finalement peut nous donner la performance du lien suffisante pour qu'ensuite on puisse construire un protocole. D'accord? Et derrière, ensuite, on spécifie le protocole proprement dit. Donc, un protocole, c'est quoi? On a en général, dans un réseau comme ça, il y a un maître, donc ce qu'on appelle un coordinateur. C'est lui qui va, par exemple, tramer le temps et qui va donner un peu la pulsation à l'ensemble du réseau, qui va envoyer des paquets de signalisation pour synchroniser tout le monde, qui va donner les temps de parole, qui va permettre aux nouveaux nœuds de se connecter, qui va permettre aux nœuds existants d'avoir un temps garanti de transmission pour garantir un débit. Ça va être dimensionner une trame donc, pour garantir une certaine latence. Enfin, c'est toutes ces choses-là que nous, on spécifie et qui sont le côté custom du protocole. D'accord? Et ensuite, bon, le problème, c'est qu'on va intégrer ça dans un système. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est un fait. Donc, c'est-à-dire que le partenaire, lui, il peut avoir, il va développer une plateforme à lui où il y a ses capteurs, où il y a ses interfaces extérieures, USB, Ethernet, où il a tout ce qui est spécifique à son métier et son application qui est spécifique à lui, évidemment. Et nous, ce qu'on développe, c'est la partie rose ici, c'est vraiment la partie protocolaire. Et on va intégrer ça dans son système. Mais en se concentrant, nous, on se concentre vraiment que sur le développement de la protocole stack, pas de la pile de protocole. Et ensuite, finalement, nous, ça, quand on développe quelque chose, on va, là, ce qui est un peu symbolisé ici, c'est qu'il peut y avoir des itérations de développement matériel qui font que on va partir d'un système un peu qui est une carte d'évaluation d'un STM32, un truc comme ça, qui sont des choses qu'on trouve chez les vendeurs comme Radiosphere et compagnie, quoi. Et ensuite, pour un gain en facteur de forme, pour un gain en BOM, etc., le partenaire, lui, ou un subcontracteur, enfin un sous-traitant qui peut embaucher pour ça, s'il n'a pas la compétence, ils vont aller shrinker l'empreinte matérielle pour faire un device qui leur va bien. Et nous, notre protocole, il faut qu'il marche dans tous les cas. Et en fait, on va l'adapter parce qu'on a une méthodologie de développement où on va utiliser une espèce de couche d'abstraction du matériel. On va faire en sorte pour que dans tout le cycle de développement du produit, notre protocole il puisse s'intégrer et sur la partie matérielle et sur la partie, on va dire, firmware complet du partenaire. Ensuite, j'ai deux derniers slides sur la partie méthodologique. Bon, ça, c'est quelque chose c'est un peu tarte à la crème, mais c'est aussi pour dire qu'on s'est adopté une approche un peu agile, c'est-à-dire que pour rassurer notre partenaire, si tu veux, pour éviter qu'il ait l'impression de rentrer dans un tunnel, parce que c'est souvent ça qu'on nous dit. On dit, bon, voilà, nous, ce qu'on veut pas, c'est il y a le T0 du projet, et à la fin, on a un démonstrateur, mais on ne sait pas trop ce qui se passe entre les deux. Et donc, finalement, on prévoit des releases progressives où on définit le contenu de ces releases. On se met d'accord en disant, voilà, on veut démontrer d'abord les fonctionnalités clés du protocole et ensuite rajouter des parties un peu plus fines, etc., pour finalement rassurer notre partenaire. Donc voilà, on adopte ça, on a un développement qui est modulaire, où on essaye d'avoir vraiment des choses qui sont facilement intégrables par un partenaire, parce qu'on a les API qui sont bien documentés, parce que voilà, on sait faire tout ça en fait. Et on a une stratégie de validation par la non-régression pour monter assez haut en TRL. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier des TRL. Donc c'est jusqu'à une échelle de 9, où 9 c'est le produit et 1 c'est le concept. Et nous, finalement, on dit que la dernière partie pour le partenaire, c'est 7, 8, 9. Nous, on s'est allé sur ces thématiques-là du protocole IoT
On sait aller jusqu'à 7, 7,5, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, il reste les dernières marches ensuite d'industrialisation, robustification, et puis on va dire sur un gain, par exemple en BOM sur le matériel. Donc on sait aller vraiment très haut sur la partie, être sûr que ce qu'on développe correspond à des scénarios on fait tourner des scénarios de test en IT, on fait tourner des scénarios de non-régression chaque fois qu'on a une nouvelle release pour être sûr que tout se passe correctement. Il nous reste un quart d'heure, c'est ça à peu près. On va jusqu'à 45. Oui, alors le quart d'heure est aussi pour poser les questions. Très bien. Donc il te reste 5 minutes. 5 minutes, très bien. Donc on a jusqu'à 10 heures. Ah d'accord, pardon. Donc il te reste un quart d'heure. On est très tranquille. Non, très bien. Et donc ce que je mets ici, finalement, le protocole, c'est du code, c'est des choses, c'est un peu difficile comment dire, à appréhender un peu avec notre cerveau d'humain, parce que c'est des choses on parle de trames qui font 10 millisecondes, on parle de slots qui font quelques dizaines de microsecondes. Bon, c'est pas très facile. On parle d'un coordinateur, on parle de nœuds, on sait pas trop vraiment appréhender ça correctement. Et en fait, pour être sûr que ça marche, on n'a pas 36 solutions. C'est soit on fait de la simulation, mais la simulation, on perd un peu le côté finesse de ce qui va se passer quand on l'implémente sur un microcontrôleur avec un chip radio. Et finalement, ce qu'on a adopté au laboratoire, c'est de développer ces espèces de caissons-là, qui sont des caissons, vous voyez la porte ici qu'on peut refermer, ça fait une enceinte qui est une cage de Faraday, c'est une enceinte isolée de l'extérieur, et sur lequel on installe tous ces nœuds que vous voyez là. En fait, c'est des racks sur lesquels on va aller plugger les nœuds du réseau IoT qu'on développe. Et finalement, tous ces nœuds, on voit ici une espèce de gigantesque fatras de câbles. C'est ici avec un grand hub USB. On peut aller attaquer chacun de ces nœuds pour le flasher avec le firmware et ensuite lancer des tests in situ dans ce caisson-là avec des vrais signaux radio. Et finalement, c'est ce qu'on met ici, on va être capable de capturer des événements protocolaires, timestampés, avec une base de temps commune. Et finalement, derrière, on peut post-processer tous ces événements-là pour être sûr. En fait, on est ensuite des moulinettes pour être sûr que tout se passe correctement d'un point de vue synchronisation, d'un point de vue transmission-réception. Est-ce que tout se passe correctement, quoi. Et donc, on développe vraiment, c'est un outil de validation à part entière dans le flux de travail jusqu'à finalement dire le firmware qu'on livre à un partenaire, on garantit, alors tant que ce qu'on peut garantir, mais on garantit dans la limite de nos outils qu'il est conforme aux spécifications et finalement aux exigences fonctionnelles. Voilà, j'en ai fini avec la partie méthodologique et je vous donne 3 exemples qu'on pourra ensuite agrémenter. Enfin, bref, il n'y a pas de problème. 3 exemples de transferts récents de protocoles qu'on a développés avec des partenaires dans le domaine de la mine, dans le domaine de l'industrie. Alors on appelle ça l'industrie 4.0, ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est en gros une chaîne de montage automobile. Et le dernier, c'est Smart Building, où c'est le déploiement de capteurs et actionneurs dans des bâtiments. Donc, c'est des domaines qui sont très variés et à chaque fois, la question, c'était je veux remplacer mes câbles parce que finalement, le sans-fil présente un intérêt, évidemment, de facilité de déploiement. Et en particulier, c'est vrai pour ces histoires de mines où finalement, un exploitant de mine, il va creuser des trous, mettre un détonateur dedans, relier un détonateur par un fil jusqu'à une console de tir, programmer tous ces détonateurs pour coder des retards pour être sûr que quand il appuie sur le bouton pour faire feu, on ait une espèce de propagation d'une onde de choc en gérant la synchronisation de tous ces détonateurs. Et quand on le fait avec des câbles, c'est extrêmement long, c'est extrêmement pénible et ça peut donner lieu à des problématiques de sécurité si on câble mal et surtout parce que les câbles, comme on dit grossièrement, ils pissent un peu, c'est-à-dire qu'il y a des fuites et finalement il peut y avoir des interférences entre câbles et finalement ça peut occasionner des erreurs. Et finalement, comme c'est long et pénible, le nombre de détonateurs qu'on peut connecter est finalement assez limité. Donc ils sont venus nous voir en disant faites-nous un système où on peut connecter jusqu'à 1 millier de nœuds
où finalement, vous voyez, ces détonateurs, ils sont là, ils sont au fond d'un trou. Là, vous avez un petit module radio. Ici, il y a un répéteur. Et là, c'est la console de tir où le gars, il appuie sur feu. D'accord. Et là, c'est les portées que vous voyez. C'est donc des portées assez substantielles. Et le nombre de nœuds qu'on va connecter, c'est jusqu'à 1 millier. Ah, ça m'aide. Il y a un problème de batterie. OK. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'on a développé. Il a fallu rendre ça compatible avec, évidemment, des standards américains et européens, parce que notre client, il est sur différentes plaques géographiques. Donc, c'est-à-dire que la radio ici, il faut qu'elle soit conforme aux spécifications de la réglementation, parce qu'on opère dans une bande qui est une bande non licenciée, donc libre, mais par contre, où on a quand même des règles à respecter en puissance, en accès à cette bande-là, pour être sûr que tout le monde l'utilise de manière, on va dire, la plus égale possible et sans perturber son voisin. Donc voilà. Et là, ce qui est ici, c'est de dire, on est compliant à un standard. Bon, personne ne connaît ce standard, je pense, dans cette salle-là, moi non plus d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un standard qui est pour l'utilisation d'explosifs civils. Et donc, cette norme-là, elle implique, d'un point de vue sécurité des personnes, que même dans le protocole radio, on doit s'assurer qu'on doit respecter cette norme-là. C'est-à-dire que quand on dit, ouais, le réseau s'arrête, il faut être sûr, parce qu'on a une suspicion de. Rebonjour à tous. Alors, je suspecte que l'ordinateur s'est éteint puisqu'il y avait un problème de batterie. Alors, écoutez, ils vont se reconnecter, hein, ça ne va pas prendre longtemps. Je suis navrée de ce petit contretemps. On va attendre qu'ils reviennent en place. Bah, à la rigueur, ce que je vous propose pendant qu'on a 5 minutes, c'est de vous inscrire au prochain webinaire du cycle. Hop, voilà. Donc là, je vous ai mis un petit bouton d'inscription. Ça se passe le 9 septembre à 9h15. Et si vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir vous inscrire pour la prochaine date. Voilà. Alors, François m'appelle, oui, parce qu'en fait, il faut que je le remette peut-être animateur. Alors. Ok. Alors, je ne les vois pas dans le chat, donc je pense qu'ils ne sont pas encore connectés. Bon, je vais appeler François. Restez en ligne, ne bougez pas. Ça y est. Alors, ils sont revenus. Ils ont les droits pour activer caméra, micro. Bon. Voilà, c'est bon. Super. Bon, on vous a retrouvés. Très bien. Donc, premier exemple, je pense qu'on peut peut-être avancer. Donc voilà, non, le dernier point que je voulais dire, c'est que ça, c'est un système qui a été transféré au client en 2023. Et il prévoit d'entamer sa commercialisation l'année prochaine. Les années c'est fin 2023 maintenant, c'est le temps qu'il lui a fallu pour la partie d'industrialisation. Deuxième, ça c'est quoi? Ah oui, c'est la localisation. Ça, en gros, c'est une boîte qui vend un système d'outils, de machines-outils sur batterie pour des chaînes de montage automobile. Et en fait, les chaînes de montage automobile, donc c'est les perceuses, c'est les visseuses sans fil. Le truc, c'est que le problème du sans fil, c'est qu'un outil peut voyager d'un atelier à l'autre, et alors que dans les chaînes de montage, par exemple, le couple de serrage d'une pièce, il est vraiment très spécifique, et une visseuse doit rester dans la zone où elle est prévue, pour la tâche qui est prévue, et donc pour les réglages pour lesquels avec les réglages qu'on lui a appliqués. Et en fait, donc, voilà, c'est pour ça que c'est nécessaire pour être compatible avec les normes du manufacturing, en l'occurrence pour les chaînes de montage. Et donc, voilà, ce qu'on a développé, c'est un système qui permet de localiser, avec une précision de une dizaine de centimètres, une visseuse comme celle-là,
sur une chaîne de montage qui peut faire 80 mètres, 100 mètres, au moyen d'une radio qu'on appelle ultra wideband. Et au final, on a autour de la chaîne de montage des espèces de balises qui sont un petit peu comme des satellites GPS, si on peut le dire, et qui sont ce qu'on appelle des ancres. Et les outils, ils vont communiquer en radio avec ces ancres, avec une radio très spécifique. Et cette radio, elle permet de les localiser de manière absolue dans le repère des ancres. Et donc, ça permet finalement d'avoir, avec une latence faible, la connaissance précise de la localisation de l'outil. D'accord. Et ça, donc l'outil lui calcule sa distance parce qu'en fait, c'est basé sur les signaux qu'il échange avec les ancres. Et ensuite, il fait remonter ça à une espèce de base qui est l'outil de surveillance de l'usine. Donc ça a été transféré en 2020. C'est commercialisé et on a des discussions pour des améliorations avec ce partenaire-là qui s'appelle Desouter. Et c'est basé sur des composants du commerce commercialisés, donc des chips radio ultra wideband du commerce. Dernier exemple que je voulais vous donner, pardon, j'ai sauté une slide, c'est en gros dans un bâtiment, c'est des capteurs actionneurs pour la partie incendie. Et quand le bâtiment peut être aussi grand qu'un hall d'aéroport, c'est extrêmement compliqué, ça prend du temps. Et surtout quand on a des buildings existants, d'aller retirer des chemins de câbles, etc., c'est vraiment très compliqué. Et notre client, notre partenaire, on va dire, il est venu nous voir pour qu'on lui développe un protocole entre un point central et tous les capteurs actionneurs qui peuvent exister dans un bâtiment tertiaire. Et là, justement, comme la radio, elle n'est pas capable de couvrir l'entièreté du bâtiment d'un point de vue portée, c'est un système, c'est un protocole qui est basé sur des relais. Et en fait, voilà, donc on a un groupe de capteurs actionneurs qui sont coordonnés par un petit coordinateur local, et les coordinateurs locaux, ils causent entre eux jusqu'à un point central du réseau. Et donc voilà, et ça, la difficulté, c'était effectivement la topologie de ce réseau-là, qui était un peu compliquée, justement, où c'est un système multi-saut. Il faut que ça marche sur des batteries, sur des piles, enfin sur des batteries pendant 3 ans. Parce que voilà, typiquement, c'est des actionneurs de portes anti-feu, des coupes fumées, c'est ce genre de choses-là. Et surtout, en fait, quand il y a une alerte qui remonte, il faut qu'elle remonte dans un temps garanti par une norme. Et donc, le protocole, il doit permettre, parce que finalement, quand une alerte elle remonte, c'est un paquet radio qui est envoyé par un capteur et qui fait tout le chemin, qui revient jusqu'au coordinateur global du réseau. Et ce temps de transit du paquet radio qui va jusqu'au coordinateur, lui, il est réglementairement limité. Il a un temps limité pour respecter cette norme. Donc ça, c'est assez rigolo à faire. Et donc voilà, là, vous reconnaissez ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour un autre cas d'usage, espèce de petit site de test au labo, où là, justement, chacune de ces petites boîtes-là, c'est une grappe de nœuds, et ces petites boîtes, elles sont connectées entre eux par un câble qu'on peut configurer pour symboliser une distance entre les nœuds. Et là, ce que je voulais mentionner, et puis après je m'arrête, c'est que c'est, parce qu'en général, on a la question de la sécurité au niveau cyber. Qu'est-ce que vous faites de la cyber? Nous, on fait de la radio. Mais donc, on a eu 2 itérations avec ce partenaire-là. Une première itération où la cyber n'était pas très prégnante, même chez ce genre de partenaire-là. Les CRA n'étaient pas encore édités. Enfin bref, c'était une autre époque. On a transféré un protocole en 2020 sans sécurité. Et dessus, là, dernièrement, on a travaillé pour rajouter les problématiques de sécurité, c'est-à-dire secure boot, c'est-à-dire échange de clés, c'est-à-dire tout ce qui est finalement nécessaire d'un point de vue cyber pour être compatible avec, alors, je ne suis pas expert de ça, mais je crois que ça s'appelle les CRA. Et donc, on a ajouté les features de sécurité, de cybersécurité l'année dernière. Et alors, ce que je voulais juste mentionner là, et puis après je m'arrête, c'est que soit, effectivement, on les ajoute sur un protocole existant, il faut être sûr, par exemple, que quand on va rajouter ça, parce que ça fait des procédures en plus, ça fait des paquets en plus, ça peut rallonger les paquets, etc. Donc, il faut être sûr que le protocole qu'on a développé avant continue à être compatible avec ces exigences applicatives de synchronisation, de temps de remontée d'une alerte radio, par exemple. Donc ça peut être un peu périlleux, mais on sait le faire, c'est possible. Soit, et c'est ce qu'on a fait très récemment l'année dernière avec un autre partenaire que je n'ai pas mentionné ici, où finalement, dès le début,
les questions de cyber sont prises en compte et le protocole, il est designé par nature, enfin, à la base, pour prendre en compte ces problématiques. Secure by design. Ouais, Secure by design, en tout cas, on intègre dès le début dans le protocole, parce que finalement, encore une fois, un échange de clés, ben, c'est un paquet spécifique où effectivement, entre le nœud et le coordinateur, on a un échange de clés, on a un paquet spécifique radio qui va voler dans l'air pour ça. Et donc, on peut définir ça au design du protocole. Donc voilà, donc mon dernier slide, c'est ça. C'était un slide. Alors, ça fait un peu promotionnel, mais finalement, c'est assez. Ça m'intéressait de partager ça avec vous pour essayer de vous faire sentir que, OK, on fait de la recherche, mais on a aussi des gens qui font du développement embarqué, des gens qui ont fait de la recherche, enfin, qui ont eu une activité de recherche ou qui se reposent sur une activité de recherche du laboratoire d'il y a une dizaine d'années, parce que tout ce qui est réseau sans fil pour l'IoT, etc., il y a eu des thématiques de recherche qui étaient très vivaces dans les années 2010, jusqu'à 2015, on va dire. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans des streams industriels, avec des chips qui sont industriels, et on sait fabriquer ces systèmes-là. On pourrait le faire aussi, comme je l'ai dit là dans les slides introductifs, sur de la localisation, on sait faire des choses comme ça pour d'autres domaines que l'IoT, et ça, si vous voulez, on pourra discuter de ça si vous avez via ce mail-là ou via le contact de Binalogic, que ce soit dans un EasyTech, c'est des durées de projet qui sont finalement assez propices pour arriver à une première expression d'un réseau, où on peut arriver à un premier démonstrateur tout à fait convaincant, enfin déjà assez haut en TRL, pour une application de type IoT. Donc sur des durées de 24 mois et puis Très tranquillement. 200 000 euros Ouais. Après, d'assiette de projet. C'est ça. Après, disons que ce qui est intéressant, quand même à noter, c'est que en fonction du savoir-faire du partenaire, parce qu'on a des partenaires, ils ne connaissent pas du tout l'électronique, il y en a qui connaissent parfaitement l'électronique, qui ont un BE dans leur équipe. On a des typologies de partenariats qui sont très divers. Et finalement, le slide que j'avais présenté en disant le CEA, il fait le protocole et l'autre, il fait son firmware. En fait, ça, c'est un slide qui est assez central parce que finalement, nous, si on se cantonne que sur le protocole, effectivement, et qu'on travaille avec le partenaire qui soit intégré, on va dire de manière, je n'ai pas le mot, mais vous me comprenez, facile, dans son système à lui, effectivement, les coûts, ils sont pas excessifs. Si le CEA, parce que le partenaire, il a peu de connaissances sur l'électronique, ça peut nous donner des volants d'action qui peuvent être un peu supérieurs, mais c'est des choses qui se discutent tout à fait, parce qu'on peut aller sur... ça dépend du nombre de nœuds, ça dépend... Enfin, il y a plein de choses, il faut pas du tout hésiter à discuter, parce que voilà, il y a des chips radio qui existent, qui préexistent, il suffit de savoir les programmer, poser un protocole qui peut être simple, enfin, il y a pas de... Il ne faut pas se limiter. C'est des choses qu'on peut tout à fait. Alors, je vais commencer par deux questions que j'ai. N'hésitez pas à en poser aussi pour ceux qui sont connectés. Tu as déjà répondu à la première question et sur le volet plutôt sécurité et comment est-ce qu'on sécurise effectivement ces échanges de données et ces connexions à des objets à distance. Pour répondre aux réglementations. Ça va faire aussi l'objet le 9 septembre sur ce même créneau horaire d'une présentation par un des laboratoires du CEA pour parler justement cybersécurité des systèmes embarqués. Autre point, la notion d'évolutivité effectivement par rapport à un use case qui peut évoluer sur de la remontée de données un peu plus importante, le nombre de connexions plus importantes. Comment est-ce que vous, à votre niveau, dans la proposition que vous faites à l'entreprise qui passe ensuite la main au BE, vous intégrez cette possibilité-là, cette contrainte-là qui est propre à l'usage que rencontre l'entreprise? Comment c'est intégré cette notion d'évolutivité? C'est une question difficile. Parce que finalement, le protocole, lui, en général, quand on parle d'IoT, c'est souvent sur des devices qui sont sur pile ou sur batterie, où il y a une contrainte importante d'un point de vue énergétique.
Et dès lors qu'il y a une contrainte importante énergie, sur la partie énergie, le protocole, il est taillé au plus juste. Donc, ce que je veux dire, c'est que rajouter un nouvel usage, rajouter, on va dire, de nouveaux capteurs, c'est des choses qui vont avoir un impact quelque part sur, par exemple, une latence. Parce que ça veut dire que si on veut faire rentrer plus de monde, ça veut dire qu'il faut étirer le temps et pour faire de la place à plus de monde. Et donc, finalement, on peut avoir un impact sur la latence. Après, ça peut avoir un impact aussi sur l'énergie consommée, parce que finalement, pour faire parler plus de monde, il suffit de les faire parler plus vite. Pour les faire parler plus vite, ça veut dire qu'il y a plus de débit, donc ça veut dire qu'on va utiliser une bande qui est un peu plus large. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Mais par contre, il est préférable d'essayer au démarrage du projet de connaître au maximum ces use cases. Parce que justement, encore une fois, un système IoT il est très contraint. Si on n'est plus sur des problématiques voilà, d'énergie, on peut un peu surdimensionner le système et donc avoir une marge et être capable d'accepter plus de débit. Mais voilà, l'IoT, c'est un peu aux chausse-pieds en général. Donc, il vaut mieux le considérer dès le départ. D'accord. Ouais, l'objectif aussi sur le programme EasyTech, c'est effectivement de faire des bons choix sur cette phase de discussion avec le laboratoire. Dès la conception, on en a parlé sur le volet sécurité, mais on peut vous proposer effectivement pour anticiper les notions d'éco-conception, d'évolutivité justement des systèmes qui sont proposés, un accompagnement sur ces sujets-là en discutant avec des accélérateurs industriels, par exemple. Et c'est des choses qui sont intégrées dans l'accompagnement EasyTech, au-delà du financement du projet qui est proposé. Et ça peut être un appui au-delà de l'appui que vous avez du laboratoire sur les peines. Voilà, je ne sais pas, est-ce que dans le public, il y a des questions au-delà des questions que moi je pourrais à nouveau avoir. Sur donc les typologies de projets qui peuvent rentrer dans le scope EasyTech, est-ce que on a un exemple de projet qui se rapporte notamment sur la géolocalisation, par exemple Oui, tout à fait. Ouais. La question, c'est quel est finalement l'objet ou on va dire le livrable final de ce projet-là, par exemple. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il en sort derrière? Qu'est-ce qu'il en sort, tout à fait. En fait, ce qu'il en sort, il en sort finalement c'est ce qu'on appelle un démonstrateur. C'est quelque chose qui est basé sur du matériel et du logiciel. Donc, c'est pour de la localisation, par exemple, précise entre un piéton et un robot. Je ne vais pas forcément me pesantir là-dessus parce que c'est des choses dont le partenaire ne souhaite pas forcément qu'on en fasse beaucoup de pub. Mais en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est vous avez un piéton qui porte un système radio et un robot, et on veut savoir quelle est la distance entre le piéton et le robot, tout le temps. Alors que sachant que le piéton évolue et bouge. Et donc, nous, ce qu'on développe là-dedans, en à peu près, on va dire, 15 mois, c'est un démonstrateur du matériel du logiciel qu'on transfère au partenaire, qu'il est capable de répliquer et qu'il est capable, lui, ensuite, d'installer sur les différents robots qu'il lui-même conçoit pour aller l'expérimenter et ensuite essayer de le faire, l'intégrer, lui, dans ses produits. Parce que lui, ce qui l'intéresse, finalement, c'est cette notion de distance. Et après, une fois qu'il a ça, son métier de roboticien, il sait exploiter cette distance-là, mais il n'a pas besoin forcément de plus que ça. Donc, il intègre ce matériel et ce logiciel, et tout en étant capable de, ensuite, comme je disais tout à l'heure, ce qui est vachement important, c'est à la fois sur le côté matériel et logiciel, d'être capable de reproduire et pas finalement se retrouver avec une boîte noire qui n'est pas capable, lui, pas accès forcément au code source. Alors, on ne donne pas accès à tout le code source, il y a des choses qui sont spécifiques à nous, et donc sur lesquelles c'est notre savoir-faire. On donne ça, en général, c'est du code qui peut être compilé,
qu'on livre comme ça. Mais toute la partie, en fait, infrastructure, logiciel, firmware, etc., ça, c'est des choses qu'on est capable de donner en code source si le partenaire, effectivement, il justifie de ce besoin-là. Nous, c'est les choses sur lesquelles on s'est trouvé un accord, de manière à ce que voilà, il soit en présence d'un code qui peut manipuler, qui peut faire évoluer, etc. Et ce code-là, l'industriel qui passerait par un programme EasyTech en est propriétaire. On a alternativement la liberté d'exploitation sur son domaine. Ça, c'est les choses qui se discutent effectivement pendant le montage. Ça peut se discuter après l'EasyTech, effectivement, parce que l'EasyTech, il peut appeler à peut-être un autre guichet, ou que ça peut être un marchepied moi, je trouve que c'est un marchepied très avantageux pour autre chose après, parce qu'effectivement, après, en 12, 15, 24 mois, il y a certains domaines où on n'est pas capable d'aller tout de suite jusqu'à une maturité de produit, enfin, c'est clair. Mais ça peut être un marchepied super pour ensuite aller envisager autre chose. Et donc, l'accès à ce code source et l'exploitation de ce code-là, il doit être discuté avec le CEA, effectivement. Et nous, on est capable de donner l'usage pendant un EasyTech à des fins de test, à des fins où effectivement le partenaire peut utiliser ce code-là sans problème. Dès lors qu'il y a une commercialisation, dès lors qu'il y a un produit qui va utiliser du code qui provient du CEA, il y a une discussion qui est nécessaire avec le CEA au préalable pour bien cadrer à qui appartient le code, qu'est-ce qui est possible de faire, où est-ce qu'il y a une exclusivité, pendant combien de temps, et voilà, il n'y a pas sur quel produit, sur quel domaine. Oui, et ça, c'est très visuel. Voilà, c'est habituel alors, chez oui, vous. Et la décision, effectivement, de comment est-ce qu'on exploite RA, même à l'issue du projet EasyTech, qui parfois suffit en lui-même pour derrière envisager une industrialisation, cette discussion-là, elle peut être faite en amont d'EasyTech avant que l'entreprise s'engage dans le projet, pour savoir dans quelle mesure elle sera en capacité d'exploiter. On n'est pas obligé de tout ficeler. Mais par contre, on peut se mettre d'accord sur un cadre qu'ensuite on prendra pour le faire avancer jusqu'à un contrat d'utilisation, jusqu'à une licence d'utilisation a posteriori. Ça, c'est possible, il n'y a pas de problème. Sachant que sur EasyTech, vraiment l'objectif, c'est de pouvoir nous montrer que les projets sont transférés dans des phases d'industrialisation, de commercialisation, et on a aujourd'hui un taux de transfert et de succès de l'ordre de 70%. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Comme indiqué dans le chat, vous pouvez retrouver les replays sur la chaîne YouTube de l'IRT Nano-ELEC et celle de Minalogic, et sur la page web de Minalogic. Je rappelle effectivement le prochain webinaire qui aura lieu à la rentrée, donc le 9 septembre à 9h15, qui portera plus sur la sécurité des systèmes embarqués. Et donc, on vous invite à y participer. Et d'ici là, on vous souhaite un bel été. Et n'hésitez pas à reprendre contact avec Benoît ou moi-même si vous avez des questions sur les compétences et le dispositif. Bonne journée à tous. Merci Marine. Au revoir.